Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Ce nouvel épisode sera dédié à un sujet un peu technique, à savoir la division parcellaire. Alors pour aborder un sujet technique, il me faut des experts et nous en avons deux comme de coutume. J'ai à mes côtés Edwin Carpentier. Bonjour Edwin, Bonjour Philippe, tu es le cofondateur de Citevo. tout à fait. Et j'ai également Romain Côté-Moine qui est conseiller Capifrance dans l'Hérault et qui a déjà mené un certain nombre de projets et qui viendra nous partager sa relation client. Tout à fait, bonjour Philippe. Alors sur ce sujet technique, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure et nous consacrerons un peu de temps nécessaire à la fin de cette présentation pour répondre à vos principales questions. L'objectif, c'est que dans 45 minutes, 60 minutes maximum, vous soyez beaucoup plus à l'aise sur ce sujet qui est la division parcellaire. Alors, Edwin, avant que je te pose la première question, est-ce que tu peux nous dire qui est Citevo? Parce que je ne suis pas sûr que les personnes qui nous écoutent et nous regardent connaissent toutes Citevo. Avec plaisir. Citevo, donc c'est le leader français des micro-opérations immobilières. Donc ça implique les divisions parcellaires et les divisions de bâti. On fait à peu près 120 projets par an en France aujourd'hui. Et donc on est partenaire national Capifrance. Ce qui veut dire que lorsqu'un conseiller a un bien qui nous intéresse, on va lui verser une première commission en achetant ce bien-là. Et puis on va lui reconfier à la vente tous les lots issus de la division pour qu'il puisse multiplier ses mandats et ainsi avoir une meilleure rémunération. Bon, super. Écoute, Voilà. on est très heureux en tout cas nous, de ce partenariat. Je te laisse la main, Edwin, pour que tu nous expliques en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'une division parcellaire pour qu'on soit tous au point sur ce préalable. Avec plaisir. Alors, c'est très simple, la définition est assez courte. C'est le détachement d'un ou plusieurs terrains à bâtir d'une unité foncière d'origine. Une unité foncière, ça peut être un bien sur lequel il y a déjà une maison ou bien un terrain nu. Et voilà, c'est le détachement d'un ou plusieurs terrains à bâtir. Ok, parfait. Dans ce processus de détachement de parcelles, quels sont les différents intervenants en général? Alors, il y en a deux principaux. C'est, en termes de nombre d'intervenants, c'est assez restreint. Vraiment, le principal, c'est le géomètre expert. C'est lui, on va y venir, mais qui va vraiment réaliser la majorité des démarches. Et puis, on va souvent aussi avoir un huissier qui va venir constater les différents affichages des autorisations obtenues. D'accord. Bon, très bien. Les grandes étapes d'une division parcellaire? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, la première, c'est savoir étudier un plan local d'urbanisme pour voir si une division est réalisable, ce qui est, je dirais, la partie la plus difficile techniquement. Ensuite, on va donc faire appel à un géomètre expert qui va venir faire un relevé topographique sur la propriété. Et avec ce relevé, va pouvoir constituer un dossier d'autorisation de lotir qu'il va déposer en mairie. La ville va l'instruire. Et si elle l'accorde, il va falloir afficher l'autorisation sur le terrain pour pouvoir purger les recours. Donc, il y a à la fois le recours des tiers, on y viendra, et le retrait administratif du préfet, qui sont deux recours différents. Une fois qu'on a obtenu cette autorisation, on va aussi avoir le bornage contradictoire du terrain à bâtir, c'est-à-dire qu'on va faire venir les voisins pour attester des différentes limites de propriété. On va poser les bornes physiques qui correspondent à la division foncière, et puis on va déposer un document d'arpentage. Donc ça, c'est ce qui va donner un numéro de cadastre à chaque parcelle issue de la division. Et récemment, en plus, on a une obligation supplémentaire qui a été ajoutée. Si on est dans une zone d'argile fort ou d'argile moyen, on va avoir l'obligation maintenant de réaliser une étude de sol dite G1. Voilà. D'accord. Bon, on voit que c'est assez technique. Parfait, très bien. En général, ces différentes étapes prennent combien de temps entre le début, on identifie la faisabilité, on instruit tout ça. Ça prend combien de temps, grosso modo? Alors, il y a deux durées différentes parce qu'il y a deux autorisations différentes. Dans le cadre d'une déclaration de préalable de division, qui est vraiment le plus simple, on a du début à la fin du processus que je viens de décrire, on est sur 6 mois à peu près, 6 ou 7. Et quand on est sur un permis d'aménager, là, on est plus sur 8 à 9 mois. D'accord, bon, très bien. Romain, donc toi qui as vécu ça avec des propriétaires, quand tu as rencontré ces propriétaires qui voulaient donc te confier, j'imagine à la base plutôt leur maison à la vente, est-ce que c'est plutôt toi qui as observé à travers la visite du bien qu'il était possible de faire une ou plusieurs divisions, ou est-ce que eux avaient déjà pressenti cette possibilité et te faisaient venir pour que tu le confirmes? Alors l'avantage dans notre métier, c'est qu'on n'a jamais les mêmes clients en face, donc on s'adapte. Mais dans la majeure partie des cas, c'est moi qui ai proposé la division à mes clients. D'accord, ok. Donc ils s'y attendaient pas trop. Alors, ils savent qu'ils ont un grand terrain, que ça peut potentiellement se construire, mais ils n'ont pas trop. Enfin, moi, ceux que j'ai eus, ils n'avaient pas trop les connaissances. Et après, il y a ceux qui me disent, mais c'est constructible, on peut faire ça, mais ils n'ont aucune connaissance de comment mener le dossier jusqu'au bout. D'accord, ok. Et ceux qui n'étaient pas forcément prêts à le faire, comment a été leur réaction?
Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être une occasion de gagner un peu plus d'argent. Ouais. Et en même temps, ça va être peut-être trop compliqué. C'est ça. Alors, encore une fois, on a tout type de clients. Il y a ceux qui ont peur parce qu'on leur dit il faut diviser, il faut faire venir un géomètre, hein, enfin, et qui ont peur et qui disent non, non, moi je veux juste vendre ma maison avec mon bout de jardin et ça me va très bien comme ça. Et il y a ceux qui cherchent à aller plus loin, mais qu'est-ce que vous pensez? Comment ça se passe? Quel est financièrement, parce qu'il faut apporter de l'argent pour faire tout ça, mais en gagner par la suite. Donc, il y a vraiment tout type de clients et après, ben, ça à nous de nous adapter en fonction de la personne qu'on a en face. Ok. Et on a compris avec Edwin qu'il y avait plusieurs étapes. Toi, tu intervenais sur quelles étapes, par exemple? Tu les accompagnais? Alors, en général, moi, c'est des étapes assez simples, hein. C'est une division parcellaire, ce que tu disais, Edwin. J'ai une maison avec un grand jardin, j'arrive à diviser une partie du jardin, ça rend un terrain constructible. Donc moi, quand je les accompagne là-dedans, c'est donnant-donnant. Je m'occupe de tout. En contrepartie, j'ai un mandat exclusif Et je m'occupe des et je deux. m'occupe de cette partie-là. Deux Ok. mandats du coup. Et deux mandats du coup, exactement. Bon, ok, on a compris déjà l'intérêt pour tout le monde, les Ah oui, c'est pour propriétaires tout le monde. et toi. Edwin, tu nous as parlé justement de la différence entre une déclaration préalable et un permis d'aménager. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, pour que ce soit Ouais, clair pour nos surtout que c'est assez auditeurs. technique. Donc l'autorisation de base, c'est vraiment la déclaration préalable de division. Donc là, c'est l'exemple que donnait Romain. On a une maison avec un grand jardin. On va garder la maison avec un plus petit jardin et le terrain à bâtir qui a son accès sur la rue. On est sur une déclaration préalable de division. Il y a deux cas dans lesquels on est soumis à permis d'aménager. Le premier, c'est si on a un même accès qui dessert deux ou plus de terrains à bâtir. Dans ce cas-là, il va falloir viabiliser les lots, donc amener tous les différents réseaux, électricité, eau usée, fibres, etc. Et ensuite faire le revêtement de la voirie. Donc on va devoir faire tous les équipements communs. Voilà, donc là, C'est pas le même investissement. Voilà, c'est pas le même investissement, c'est plus technique, ça demande une compétence travaux, c'est aussi en termes de finances, c'est un vrai portage financier, donc on est sur quelque chose de plus compliqué. Et depuis 2015, avec la loi architecture et patrimoine, on a un troisième cas qui est apparu, qui est un cas quand on se trouve dans les 500 mètres d'un monument classé. Et bien là, on va aussi être soumis à permis d'aménager. Alors ce permis d'aménager, il va être sans forcément devoir viabiliser, mais on est un peu sur une zone grise qui a émergé dernièrement. Et ce sont les deux cas dans lesquels on n'est pas soumis à déclaration préalable de division. Ok, très clair. Tu as parlé du plan local d'urbanisme. Comment il peut influencer justement cette division? Alors, il l'influence grandement, c'est-à-dire qu'en gros, donc le plan local d'urbanisme, c'est ce qui va vraiment donner les règles de construction sur un secteur donné. Et donc, on a dedans l'emprise au sol, la largeur des accès sur rue qui est exigée, on a le pourcentage d'espace vert qu'il faut respecter, on a les distances vis-à-vis des limites séparatives aussi de la future construction. Et cet ensemble de règles, une fois qu'on les met bout à bout, on va voir est-ce qu'on va réussir à dégager un terrain à bâtir sur lequel on peut réaliser une maison. Parce que l'erreur de base qui est à éviter, c'est de dégager un terrain à bâtir sur lequel on ne va pas pouvoir faire finalement une maison que tout le monde recherche, assez confortable, et on va avoir beaucoup de contraintes. Donc ça, c'est vraiment l'élément vraiment notre élément de travail principal, c'est l'analyse du plan local d'urbanisme avec le plan de cadastre de la propriété. Ok. Romain, pour revenir sur justement l'accompagnement et en fait l'aide à la prise de décision, est-ce que je motive mes propriétaires à faire cette division, sachant que il va falloir investir un petit peu parce qu'il va falloir payer un géomètre. On le paye au début, on le paye à la fin, on le paye comment le géomètre d'ailleurs? Moi, c'était au début. Ouais, bon, c'est ce que je pense aussi, mais c'est important de préciser. Et puis des délais peut-être rallongés, parce qu'on va peut-être vendre vite le terrain ou vendre vite la maison, mais peut-être pas vendre en même temps les deux. Comment tu les as motivés sur un gain d'argent supplémentaire? Oui. Il y a... Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on est sûr que quand on divise, à l'arrivée, le propriétaire gagnera davantage que Alors si... moi, dans mon cas, oui, je suis dans la région de Montpellier et les alentours. Et dès qu'on arrive à trouver un terrain constructible, voilà, c'est une perle rare, c'est une petite pépite. Donc moi, dans mon cas, à chaque fois qu'on a divisé, on a gagné de l'argent. Mais comme tu disais, Philippe, ça demande à faire venir un géomètre à le payer. Pourquoi pas viabiliser le terrain? Donc il y a une somme quand même à mettre au départ. Et c'est le plus dur à convaincre là pour mes propriétaires, c'est de leur dire voilà, il faut savoir investir pour gagner un petit peu plus derrière. Mais une fois qu'ils ont compris ça, ça marche. Et juste pour enrichir le propos, nous, on constate, pour travailler sur toute la France, que si le terrain à bâtir se vend en dessous de 80 000 € pièce,
on a du mal à apporter de la valeur immobilière aux biens existants parce qu'on va retirer de la valeur immobilière en enlevant du terrain, du jardin finalement. Ouais. Et si on ne crée pas suffisamment de valeur immobilière avec la vente du terrain à bâtir, ça ne devient pas forcément pertinent. Donc ça, c'est la première réponse sur ce sujet-là. Ok. Alors justement, si tu rencontrais un propriétaire, quel conseil tu pourrais lui donner pour diviser, vendre, construire? Alors déjà, il faut vraiment être bien entouré parce que ça devient de plus en plus technique. Donc, c'est bien qu'on ait des conseillers qui soient experts en la matière. Et nous, c'est aussi pour ça que on fonctionne plutôt bien. C'est que on va être une solution pour un vendeur, finalement, d'une vente classique. Oui, tu libères de toutes les contraintes. Il va capter une partie finalement de l'amélioration financière qu'il aurait eu en faisant lui-même la division. Évidemment pas la totalité, parce que nous aussi, il faut qu'on se rémunère. Mais donc, il va gagner un peu mieux en nous vendant et nous, on s'occupe de tout. Il a un seul acquéreur. Pas deux, parce que, attention, si on divise, on a évidemment 2 acquéreurs. Le terrain à bâtir, il faut qu'il obtienne son crédit et son permis de construire. Donc, il faut qu'il sache le faire. Cet acquéreur de la maison, il faut qu'il obtienne son crédit. Donc, voilà, évidemment, ça crée des difficultés un peu différentes. Mais moi, vraiment, le premier conseil que je donnerais à un particulier qui veut se lancer lui-même, c'est de bien s'entourer, prendre conseil auprès du géomètre, un notaire éventuellement, aller voir la ville, le service d'urbanisme, pour confronter finalement son projet à la réalité. Okay. Sur ce sujet, aller voir le service d'urbanisme, évidemment. Les municipalités ont quel comportement par rapport à des divisions? Parce qu'en fait, on va ramener un peu plus de bâti. Alors, si le PLU le prévoit, le permet, comment elle voit les choses la question est excellente parce que justement, on pourrait dire le PLU le prévoit, donc il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Et là, c'est un peu plus coton que ça. En gros, il y a beaucoup de villes qui, aujourd'hui, vont essayer de bloquer ce type de projet parce que, justement, elles ne veulent pas trop voir bouger un peu la topographie et la morphologie urbaine. Donc, on a des villes qui vont aller au-delà du règlement du PLU dans le cadre d'un refus. Donc, ça va être un refus un peu officieux. On va vous dire oralement qu'on n'en souhaite pas. Mais heureusement, ce n'est pas du tout la totalité des communes. On a beaucoup de communes aussi qui sont motivées, qui veulent amener des nouvelles populations et des jeunes couples. Parce que souvent, il faut le dire, les acquéreurs d'un terrain à bâtir, c'est un jeune couple avec plusieurs enfants, primo-accédants, qui va amener de la vie, qui va amener évidemment des enfants à l'école. Donc, c'est aussi une population qui peut être recherchée par des villes. Donc, l'accueil, il est vraiment différent, mais globalement, les villes respectent leur plan local d'urbanisme. Et donc, une fois que c'est faisable, ça peut s'envisager. OK. On a vu qu'il y avait donc plusieurs étapes, faire appel à un géomètre, il y a le bornage, etc. Est-ce qu'on a une idée à peu près du coût moyen d'une division classique? Je ne sais pas si on peut parler comme ça, des divisions classiques, parce qu'elles ne sont jamais complètement classiques. Mais... En gros, on a une idée du coût. Alors, évidemment, ça va dépendre du nombre de lots et ça va dépendre de l'autorisation. Donc, tout à l'heure, j'en parlais. Mais je vais partir vraiment du cas classique de la déclaration préalable. L'éloignement des réseaux aussi, s'ils sont loin à aller chercher ou s'ils sont en bord de route. Exactement. Alors, ça, c'est ce qui se rajoute au géomètre. C'est parce qu'il faudra parfois faire l'extension de réseau. Mais rien que sur le géomètre, en fonction des régions, parce qu'il faut le dire, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Nous, sur les régions les moins chères, on va être sur 2000, 2200 € pour une division simple avec un terrain à bâtir, une maison. Et dans des régions un peu plus chères, notamment la Côte d'Azur, là, on est plus proche des 4500, 5000 € pour la même division. Ah ouais, d'accord. Okay. Et le bornage, c'est un coût supplémentaire? Le bornage, c'est inclus dans la mission du géomètre. Parce qu'en fait, quand on vend un terrain à bâtir, on est obligé de le borner, donc d'avoir un bornage contradictoire avec les voisins. Donc, il est inclus dans la mission du géomètre. Ok. Et alors, justement, j'étais en train de me dire que j'essayais de me mettre à la place du propriétaire. Donc, je vends ma maison qui était ma résidence principale. Je fais une division parcellaire. Le terrain à bâtir, ça devient une résidence secondaire et je suis assujetti à la plus-value. Et oui, tout à fait. Donc, ça aussi, il faut l'anticiper. Exactement. Et c'est une autre raison qui fait que parfois les propriétaires ne font pas eux-mêmes la division parce que fiscalement, évidemment, il y a un impact. Si on est propriétaire de sa résidence principale et qu'on vend en un seul morceau, donc, en effet, on n'est pas soumis à une plus-value. Alors que si on dégage un terrain à bâtir et qu'on est propriétaire depuis moins de 30 ans, parce qu'évidemment, si on est propriétaire depuis plus de 30 ans, même si on dégage un terrain à bâtir, on n'est pas soumis à plus-value. Mais si on est propriétaire depuis moins de 30 ans, on va être soumis à plus-value sur ce terrain à bâtir-là. Ok, très bien. Romain, dans les différentes expériences que tu as vécues, quels ont été les principaux freins ou difficultés que tu as rencontrés sur ce sujet-là, si tu en as rencontré? Alors, la première difficulté, déjà, c'est avec le client de le convaincre de faire ça. Et ensuite, après, j'ai été dans l'ensemble plutôt bien accompagné par les mairies. Là-dessus, les mairies que j'ai été voir ont été très, très bien. Il y a une mairie, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, qui, je le voyais, n'avait pas envie de développer. Et d'ailleurs, à ma surprise, avait mis dans son PLU que si on divisait, il fallait laisser un terrain d'au moins 1000 mètres carrés. Le terrain. Vous ne pouvez pas diviser moins de 1000 mètres carrés. Donc, on a carrément un projet qui est tombé à l'eau là, parce que le terrain qu'on divisait, il restait 700 mètres carrés, ce n'était pas possible.
Mais dans l'ensemble, je n'ai pas vraiment connu de frein. Les mairies m'ont bien accompagné là-dessus. Alors, ça, j'ai vu ces cas-là, moi, souvent. C'est-à-dire qu'on dit, si on divise, il faut que la parcelle qui soit constructible fasse minimum telle surface. Et justement, sur ce point, légalement, c'est plus possible. D'accord. C'est un exemple d'une volonté politique qui va au-delà de ce qui est permis. C'est-à-dire que depuis la loi Allure, donc ça c'est 2014, on ne peut plus exiger une taille minimale de terrain. Ça a été voté justement pour éviter qu'on ne densifie pas dans les métropoles, là où finalement les gens ont envie de se loger. Mais pourtant, en effet, il y a des villes qui maintiennent cette imposition, finalement, parce que politiquement, elles ne veulent pas de ce terrain bâti. Pas très légal, alors. Voilà. Je ne le savais pas. Alors, ça remonte il y a très longtemps, au début des années 2000, sur un cas personnel. En fait, pour faire une division, il fallait des lots de minimum 1250 mètres carrés. Et le terrain faisait 2400 et des poussières. Il manquait 75 mètres carrés. Donc la mairie ne voulait rien savoir. Et donc l'astuce, c'était de faire une copropriété au sol. Et donc là, on peut du coup faire de l'eau. Donc c'est un autre projet. On ne fait pas de division parcellaire, mais on peut construire. Du coup, c'était un terrain nu à la base. Oui. Voilà. Parce que dans ce cas-là, en effet, c'est possible, mais il faut que la même personne construise les deux maisons, le même constructeur, le même propriétaire. Donc on peut avoir deux acquéreurs différents. Donc c'est quand même bien plus technique. Ouais. Et surtout, pour revenir sur ce même exemple, si on est sur une division où on a déjà une maison existante sur le terrain, pas le cas que tu évoquais, dans ce cas-là, normalement, le lot sur lequel reste la maison n'est pas inclus dans le lotissement. Donc normalement, il n'est pas soumis à une éventuelle règle du plan local d'urbanisme, une règle de retrait, une règle d'emprise au sol. Normalement, il ne doit pas être instruit. D'accord. Et c'est pareil, ça dépend des communes. Il y en a qui vont l'instruire pour justement faire en sorte que les terrains soient plus grands. Voilà, c'est bien ce que tu dis, parce que j'avais une maison de village comme ça avec un terrain derrière. La mairie voulait nous imposer les places de parking, sauf que comme elle était déjà construite, cette maison de village, on n'avait pas cette obligation de faire des places de parking sur cette maison de village, mais par contre, l'obligation s'imposait sur la partie constructive derrière. Exactement. Ok. Et Romain, toujours, le fait que tu aies proposé cette solution à des gens qui ne l'avaient pas forcément envisagé, est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont c'est un peu revalorisé ton rôle, où ils sont là, tu as une vraie valeur ajoutée dans l'intermédiation, quoi. Ah oui, carrément. Tu leur as fait gagner plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Ouais, je leur ai fait gagner de l'argent, et puis surtout, ils n'ont rien géré. Alors ça, c'est mon choix, hein. Je peux leur dire, vous gérez, je vous ai trouvé la solution, vous gérez. Moi, j'ai fait le choix de les accompagner jusqu'au bout. Donc, j'ai appelé le géomètre, j'étais là au rendez-vous du géomètre, etc. Je les accompagnais vraiment jusqu'au bout. C'est moi qui suis allé en mairie, c'est moi qui ai analysé le PLU, etc. Et vraiment, oui, c'est une belle valorisation de notre métier. Bon, super. Je reviens sur la viabilisation, parce que j'avais quelques références, mais moi je suis un peu ancien sur le sujet. Pour moi, il y avait l'arrivée d'eau, l'arrivée d'électricité, parce que sinon on ne peut pas vivre normalement, l'évacuation des eaux usées, et puis la voirie pour qu'on puisse accéder au terrain. Et tu as dit la fibre. La fibre, maintenant, fait partie de la viabilisation. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un attendu de la part d'un client qui va acheter un terrain à bâtir. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation, mais nous, dans nos permis d'aménager avec travaux, maintenant, systématiquement, on va D'accord. Ok, super. À partir de combien de lots on parle de lotissement? Alors, lotissement, un lot peut être un lotissement. Si on fait une division simple dont on parlait, déclaration préalable, une maison, un terrain, l'emprise du lotissement va être simplement le terrain à bâtir, et c'est un lotissement. Donc, le terme lotissement, juridiquement, il ne veut pas dire la même chose de ce qu'on entend, on va dire, usuellement, où on va voir la voirie qui dessert plusieurs terrains à bâtir. C'est ça qu'on entend par lotissement. Donc, juridiquement, le lotissement, il commence dès un lot. Et un lotissement à titre de permis d'aménager, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, par contre, c'est 2 lots à bâtir au moins qui sont desservis par un seul et même accès. D'ailleurs, tu m'as gentiment repris, et tu as bien fait de le faire, parce que dans mon teasing, je parlais de droit à lotir, et tu m'as dit, Philippe, depuis 2007, ça n'existe plus, donc j'avais un petit peu de retard à l'allumage. Maintenant, j'ai bien noté tout ça. Est-ce que justement le PLU peut aussi restreindre l'encadrement d'un lotissement? Est-ce que dire, je sais pas, on peut pas faire plus de X lots sur une parcelle de... En fait, c'est indirectement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire vous ne pouvez pas faire plus de lots sur cette parcelle-là, mais comme sur chaque lot à bâtir, il faut pouvoir construire une maison qui respecte toutes les règles du plan local d'urbanisme. En fait, par déduction, on va arriver à une taille minimale et une morphologie minimale d'un terrain à bâtir en fonction du règlement dans telle ville et dans telle zone. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va déterminer le nombre de lots à bâtir qu'on peut réaliser sur un projet. Et donc, nous, évidemment, c'est notre métier. Donc, nous, en 20 minutes d'une étude sur un projet, on va pouvoir savoir qu'on va faire de lots à bâtir, et donc aussi travailler avec un conseiller pour pouvoir formuler une offre sur un bien qui sera à la vente. Okay. Romain, toi, tu as accompagné des projets au-delà de 2 lots? Oui, ça m'est arrivé une fois, donc ces fameux permis
ex-permis de lotir. Ça m'est arrivé une fois et j'ai été bien surpris parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter. Moi, je suis arrivé, j'ai vu une très grande parcelle, j'ai dit là, on fait 8 terrains, c'est génial, ça va être super. Sauf que quand après je suis allé me renseigner, ça ne marche pas comme ça. Il fallait créer une voie pour qu'un camion de pompiers puisse rentrer, faire demi-tour et pouvoir ressortir. Donc là, forcément, ça nous enlève 2 terrains de plus. Le budget n'est pas le même. J'avais obligation de viabiliser tous les terrains, de créer des trottoirs, la route. Et moi, je suis passé de peu, mais si ça avait été plus grand, on avait même une obligation de faire une récupération d'eau, un bassin de récupération d'eau. Donc, en fait, il faut vraiment se renseigner avec la mairie, une fois qu'on fait un lotissement, quelles sont les contraintes, parce que de 8 terrains, je suis passé à 6. Mais ce type de lotissement, c'est quand même vraiment lourd. Moi, ça, je le déconseillerais à des particuliers personnellement, parce qu'on est sur quelque chose de fois aussi une compétence travaux. Et donc là, on va porter le bien, réaliser les travaux. Il faut savoir que les acquéreurs des terrains à bâtir ne peuvent légalement pas obtenir leur permis de construire sur leur terrain à bâtir. Une fois que il faut que vous ayez fini toute la voirie, que vous ayez un certificat de conformité de la ville pour qu'ils puissent obtenir leur permis. Donc vous allez vraiment porter la totalité du projet financièrement. Projet plus long. Ouais. J'en ai fait qu'un seul. Du coup, tu as appris pas mal. Ah oui. Par contre, c'était très intéressant. J'ai énormément appris. Mais c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd et on essaie de trouver des solutions. Et ces projets de lotissement, on peut les faire sur toutes les zones, je sais pas, agricoles, naturelles. Alors non, tout ce qui est naturel agricole, de toute façon, on ne peut pas produire de logement sauf le logement par exemple, de l'agriculteur si c'est le professionnel qui va agir sur le secteur. Mais on ne peut pas avoir de nouveaux logements dans les zones naturelles agricoles. Donc, par définition, on ne peut pas avoir de lotissement. Et est-ce qu'il y a des zones où le lotissement est interdit? Alors si c'est une zone urbaine, donc à vocation qui a recevoir l'habitat, non. D'accord. Et les conséquences juridiques, c'est-à-dire que moi, je pense que je suis parfaitement légitime, j'ai un grand terrain, justement, je ne fais pas attention au fait qu'un camion de pompiers peut rentrer. D'ailleurs, jusqu'où on peut me laisser faire? Le géomètre va me le dire, si moi, je ne le sais pas, j'imagine. Alors souvent, le géomètre va quand même dire attention, moi là, je pense que ce n'est pas réalisable. Et le bout du bout, si le géomètre ne le fait pas, c'est le refus par la ville de l'autorisation déposée. D'accord, ok. Et donc les risques en la matière, c'est quoi? C'est un risque financier et un risque de perte de temps. Voilà. C'est-à-dire qu'on va y passer du temps, on va dépenser l'argent, le géomètre, on va payer le géomètre, et finalement, on va avoir un refus. Donc, on revient à la case départ. Ok. Romain, sur les contacts que tu as eus avec les collectivités locales, donc tu as senti qu'elles étaient partie prenante et qu'elles t'accompagnaient normalement bien. Et le client t'a accompagné à chaque fois, il t'a tout délégué? Comment ça se passait exactement? J'en ai eu un qui était très curieux et qui, dans le bon sens du terme, qui m'accompagnait, qui m'aidait. Et c'est vraiment très, très positif. Pour les autres, j'avais réussi à les convaincre en leur disant que j'allais m'occuper de tout. Donc, ils étaient bien contents. Ils m'ont laissé gérer. Voilà, ils m'ont laissé gérer. Bon, top, ok. Est-ce qu'une autorisation de lotir, elle peut être contestée? Alors oui, elle peut être contestée. C'est une phase importante d'ailleurs de fait d'obtenir une autorisation définitive. C'est la purge des recours. Donc, comme je le disais tout à l'heure brièvement, il y a 2 types de recours. Celui que tout le monde connaît à peu près, c'est le recours des tiers. Donc, ce sont les voisins qui peuvent aller voir l'autorisation en mairie, regarder l'autorisation qui a été accordée et potentiellement la contester. Mais attention, je précise, il faut qu'ils trouvent un élément qui fait que cette autorisation est illégale au regard du plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que la ville, en l'octroyant, a commis une erreur de droit, n'avait pas vu un de ses propres articles de son propre PLU et a octroyé le recours. Dans ce cas-là, le voisin peut faire un recours gracieux. Donc, gracieux, c'est un courrier au maire sur lequel il va contester en demandant de retirer l'autorisation. Voilà. Ça reste du gracieux. Le maire a à ce moment-là 2 mois pour répondre. Et très souvent, le maire déboute le requérant parce qu'il confirme la décision de son service d'urbanisme. Et on a aussi la possibilité d'aller en recours contentieux. Donc là, c'est directement, on va devant les tribunaux, le voisin assigne le pétitionnaire pour expliquer que pour telle raison, l'autorisation. Je crois que là-dessus, les règles ont un peu changé, parce qu'à un moment donné, le recours des tiers, les tiers y allaient un peu franco, un peu rapidement. Je crois que maintenant, il faut qu'ils soient
bien dans leurs droits, parce que c'est eux qui peuvent, du coup, en subir les conséquences. Voilà, maintenant, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est jugé beaucoup plus vite. Donc, avant, ça pouvait durer 3 ans. Donc, en fait, le projet, il était gelé. C'était la fin du projet. Aujourd'hui, là, nous, sur les quelques cas qu'on a, on est sur des jugements entre 10 et 12 mois, donc ce qui est assez rapide pour une décision de justice en France. Et on a aussi, en effet, des requérants qui sont condamnés à un dédommagement qui reste évidemment symbolique, mais malgré tout, qui se chiffre en plusieurs milliers d'euros. Et donc, c'est quand même dissuasif, un peu plus. Bien sûr. Et donc, pour finir ma réponse sur les différents recours, donc ça, c'est les recours des tiers. Et puis, on a le retrait administratif. Donc, le retrait administratif, c'est un délai de 3 mois qui suit l'octroi de la décision de lotir. Et là, à la fois la mairie et le préfet peuvent retirer l'autorisation si elle juge qu'elle est illégale. Alors, la mairie, c'est si elle a commis une erreur d'appréciation, elle s'en rend compte elle-même. Dans ce cas-là, elle revient sur sa décision. Si l'autorise, ça veut dire qu'il les recale. Voilà, donc elle peut retirer l'autorisation. Et le préfet, lui, c'est plus du contrôle de légalité. C'est-à-dire que sur des petites communes où on n'a pas de service d'urbanisme, par exemple, le préfet peut contrôler que l'instruction s'est faite en bon droit et légalement. D'accord. Ok, parfait. Est-ce que une fois que cette autorisation de lotir a été délivrée, j'ai un délai minimum ou maximum plutôt pour le réaliser? Alors, il y a 2 délais qu'il ne faut pas confondre, mais en effet, il y a 2 délais importants. Le premier, c'est pour réaliser l'autorisation. Donc, c'est 3 ans pour la déclaration préalable de division. C'est-à-dire qu'il faut que vous vendiez le terrain à bâtir issu de la déclaration préalable dans les 3 ans de l'obtention de cette déclaration préalable. Ça, c'est le délai pour qu'elle devienne effective. Par contre, on a aussi une autre nuance qui est que obtenir une déclaration préalable de division, ou un permis d'aménager d'ailleurs, ça va geler les règles du plan local d'urbanisme pour 5 ans. C'est-à-dire que si le plan local d'urbanisme change 1 an après votre obtention d'une déclaration préalable, les règles qui vont s'appliquer à la personne qui va vous acheter le terrain à bâtir sont les précédentes règles, celles qui étaient valables à la date d'obtention. Ok, bon, très clair. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de la question. Est-ce qu'il y a un point en particulier que tu as vécu toi, Romain, que tu souhaites nous partager et qui t'a, je sais pas, étonné, oui, bien sûr, surpris. Ouais. Et puis, Edwin, si tu penses que j'ai oublié un sujet, n'hésite pas à me partager. Romain. Oui, bien sûr. On parle tout à l'heure de diviser une maison et un terrain, et j'ai un terrain constructible. Mais là, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps où j'ai divisé une maison tout court, une maison de village qui était en 3 appartements. Et là, on peut le faire aussi, hein. Donc, j'ai divisé les 3 appartements. Cette maison avait déjà 3 compteurs électriques. Donc là, c'était très, très facile. Et chacun avait sa propre entrée. La personne voulait 500 000 euros pour le tout parce qu'elle me dit l'appartement du haut, il vaut 250, celui en bas, il vaut 150, l'autre, il vaut 100. Donc, ça fait 500. Donc, sauf que ça ne marche pas comme ça. Oui, individuellement, chacun nous fait arriver à 500 000 euros, mais si je vends le lot, on ne peut pas être à 500 000 euros. Donc, cette maison, elle est restée 2 ans en vente dans une agence. Quand je lui ai proposé cette solution qu'on pouvait atteindre cette somme-là, mais sous condition de diviser, la personne a été ouverte, vraiment à l'écoute. Et la contrainte que l'on peut avoir, alors là, je le dis, c'est les compteurs électriques, où là, dès qu'on demande un compteur électrique, on va devoir respecter les normes comme les places de parking, etc. Là, en l'occurrence, on avait ce qu'il fallait. Donc, du coup, on a pu diviser de manière assez simple, un géomètre, un règlement de copropriété. Ça, c'est chez le notaire. Chez le notaire. Donc, le notaire s'occupe de tout. Et on a pu mettre en place, diviser, donc vendre 3 appartements. Et pour la petite histoire, 1 mois après, il y en avait déjà 2 qui étaient vendus. D'accord. Donc ça peut être aussi une solution. Donc, on peut trouver aussi, non pas que pour des terrains, mais aussi pour des maisons. Ça permet surtout de créer des produits qui sont quand même plus faciles à vendre, parce que souvent, on a des grandes bâtisses ou justement des maisons de village comme ça. Et là, on a des plus petits logements qui correspondent plus à la demande. C'est ça. Ça permet de fluidifier la vente. Et citez-vous, vous allez dans ces types de projets? Alors, nous, on achète vraiment tout type de biens, division de bâti, division foncière. On va acheter des immeubles qui sont occupés, donc avec des baux, des immeubles vides. Ça peut être des maisons qu'on va transformer. Vraiment, tout type de division, on va s'y intéresser, en effet. Ok, super. Edwin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié d'évoquer et qui est important pour ce sujet de la division parcellaire? Le sujet, c'est plus des petites anecdotes sur des choses à bien regarder si on veut se lancer sur une division foncière. Nous, d'expérience, on a un peu collectionné les différents écueils et donc on peut les partager. Donc, la première chose qu'on regarde peu, ça va être quel est le mobilier urbain face à une sortie d'un éventuel lot à bâtir, notamment pour des lots qui vont être en seconde position, donc ce qu'on appelle des lots en drapeau. Donc, on va avoir un accès qui longe la maison, puis le lot qui est à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a en face de l'accès
sur la voie? Est-ce qu'il y a peut-être un lampadaire, peut-être qu'il y a un arrêt de bus, peut-être qu'il y a une barrière, peut-être qu'il y a une place de stationnement existante sur la rue. Et donc là, on ne pourra pas faire de voiture? Alors on peut, mais il faut discuter avec la ville. Parfois, il faut les indemniser. Donc tout ça, c'est à anticiper, alors que bon, on voit que le plan de cadastre, on se dit c'est faisable, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, ce que je peux conseiller, c'est d'aller au bout de la purge du permis de construire sur le terrain à bâtir. Donc c'est assez long, hein. C'est obtenir la division, la purger de tout recours, que l'acquéreur obtienne son permis et le purge de tout recours pour vendre la maison. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas où l'acquéreur de la maison de la division va faire un recours sur le permis de celui qui achète le terrain. Ah oui, là, et là, vous vous retrouvez… Là, c'est du vécu, là, on sent. Ah oui, bien sûr. Vous vous retrouvez avec finalement un terrain qui est bloqué en attendant qu'il y ait une décision de justice. Et vous avez vendu que la maison. Donc ça, c'est un cas qui est vraiment agité. D'accord. Donc on vend d'abord le terrain et après on vend la maison. Voilà. Ou en tout cas, on obtient le permis sur le terrain et on fait renoncer l'acquéreur de la maison à un recours sur le permis qui a été obtenu. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et là, on peut vendre le terrain et la maison. Parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Merci, Edwin. Avec plaisir. Si on a des questions, on va peut-être passer aux questions. En régie, si vous pouvez nous les partager. Il y a 2 questions. Alors, il y a 6 questions. Très bien. Alors, est-ce que la déclaration préalable de division est payante? Alors, de fait, si on fait passer un géomètre, la mission est payante. On peut déposer soi-même un CERFA de déclaration préalable de division. Mais donc, ça veut dire qu'on va le faire en ayant des mesures qui sont approximatives, parce qu'on va le faire sur le cadastre. Et au moment de vendre le terrain, de toute façon, il faudra avoir un bornage contradictoire qui garantit les limites de propriété. Il faudra avoir une contenance précise. Donc, de toute façon, on va être obligé de faire passer le géomètre. C'est plus la partie géomètre qui est payante en soi. Parce que le document par lui-même, c'est un CERFA. C'est ça. Ça coûte rien. Alors, c'était Evelyne, pardon. Sébastien, je suis bloqué par un vieux règlement de quartier de 1960 où il est obligatoire d'avoir l'accord des 3 voisins. Y a-t-il des recours si l'un des voisins s'y oppose? Alors là, on rentre dans du très technique. En fait, ça va dépendre. C'est pour ça que tu es là, Edwin. Ça va dépendre si on est sur une situation d'un cahier des charges ou sur un règlement de lotissement. Il y a 2 cas différents. Donc, dans le cadre d'un cahier des charges, c'est du contractuel entre privés. Donc, si ce cahier des charges interdit la réalisation d'une division, c'est comme ça a été marqué dans le cahier des charges dans les années 60, dans ce cas-là, oui, les voisins peuvent s'opposer sur cette base-là et vous ne pourrez pas faire de division. Vous pourrez l'obtenir, mais après, juridiquement, elle pourra être attaquée. Si on est sur un règlement de lotissement qui a été instauré, qui avait la même interdiction, celle-là, par contre, elle est annulée aujourd'hui, et c'est le règlement du PLU qui s'impose. Donc là, dans ce cas-là, ils ne pourront pas s'opposer. Voilà, Sébastien, on a un bon début de réponse. François, encore un cas pratique. Je vends une maison ayant déjà l'autorisation de détacher un terrain constructible. Chronologiquement, fait-on intervenir le géomètre avant ou après la demande de division à l'urbanisme? Je pense que c'est plutôt avant. Voilà, bah là, en fait, dans le cas qu'évoque François, probablement, ce que je lis, moi, c'est que l'autorisation de loisir a déjà été obtenue, vu qu'il l'évoque. Donc, le géomètre est déjà intervenu. Parce que pour obtenir cette autorisation, le géomètre a dû passer. Donc là, dans ce sens-là, il faut simplement réutiliser les plans de l'autorisation qui a été obtenue. Alors, si c'est une personne différente, il faudra probablement rémunérer à nouveau le géomètre, mais en tout cas, ils peuvent l'utiliser. OK. Marielle, un client souhaite diviser son terrain. Il y a un transformateur EDF plus 3 grands pylônes. Donc là, il y a des petites moins-values dans l'estimation de la valeur du terrain. Avant de m'appeler, il a contacté un géomètre qui impose d'avoir l'accord de EDF. Dans quel ordre faut-il faire les choses? EDF peut-il Alors, dans quel ordre faire les choses? Alors, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on appelle d'abord le géomètre ou d'abord EDF? Et est-ce que EDF peut interdire cette division? Alors oui, en effet, EDF peut pas interdire la division, mais il va y avoir une limite sur la constructibilité sur les terrains à bâtir. C'est-à-dire qu'on a une distance réglementaire à respecter vis-à-vis du bas de la ligne électrique. Alors, quand c'est de la haute tension ou de la moyenne tension, elle est évidemment plus forte. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on peut réaliser une maison sur le terrain sous cette ligne électrique? Est-ce que finalement, on a la distance suffisante entre le toit de la maison à venir et la ligne électrique? Donc, ça, c'est le géomètre qui doit savoir. Alors, le géomètre, en général, connaît les règles, mais j'en connais qui ne savaient pas. Donc, il faut contacter EDF dans ce cas-là pour savoir est-ce qu'on est sur de la basse, de la moyenne ou de la haute tension et quelle est la distance réglementaire. Et si, du coup, on voit qu'on peut le faire, là, après, on peut faire passer un géomètre. Mais autant avoir la réponse avant d'investir des fonds dans un géomètre, si ce n'est pas possible. Donc, EDF en premier. EDF en premier. Okay. Et EDF ne pourra pas s'y opposer. Alors, si j'ai bien c'est ça qui est délicat, c'est que EDF ne va pas s'opposer à la division. Ouais. Mais s'il n'y a pas ils vont s'opposer au permis. Donc, finalement, vous aurez perdu l'argent, investi l'argent.
et finalement, le permis sera refusé. Donc, il faut D'accord, mieux ok. se renseigner avant auprès d'EDF. Franck, comment fonctionne la plus-value sur une division parcellaire étant propriétaire depuis plus de 30 ans? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure. Bonne nouvelle, Franck. Nina, quel est le délai pour une déclaration préalable de division, détachement d'un terrain, notamment les délais de recours après le dépôt de la demande de préalable à la mairie? Ben, ça, c'est le cas qu'on évoque. Donc, DP, c'est déclaration préalable. Donc, c'est, je dirais, l'autorisation de lotir la plus simple. Alors, je vais parler du délai d'instruction, puis après du délai de recours. Donc, le délai d'instruction d'une déclaration préalable, c'est 1 mois, même si la ville peut vous demander des pièces complémentaires, ce qui va rallonger le délai encore d'1 mois. Et ensuite, une fois que vous avez obtenu l'autorisation, il faut l'afficher sur le terrain. Et là, on a 2 mois pour le recours des tiers, une fois que le panneau est affiché. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs de faire passer un huissier pour constater cet affichage, pour lui donner une force juridique. Et puis, on a le délai que j'évoquais tout à l'heure, le retrait administratif du préfet, qui, lui, est de 3 mois, mais à compter de l'autorisation, pas de l'affichage, de l'obtention de l'autorisation. Ce sont les 2 délais de recours qu'il faut purger, et donc il faut patienter au moins 3 mois après l'obtention d'une déclaration préalable. Le coût d'un géomètre pour venir tester que l'information a bien été faite? Que quoi? Que l'affichage ou le, l'affichage. Alors, l'affichage, c'est un huissier, c'est pas le géomètre. Pardon, j'ai dit géomètre, mais je pensais huissier. L'huissier, ça va dépendre, mais en gros, c'est entre 150 et 250 euros. 150 et 250 euros. OK. Stéphane, que doit fournir au notaire comme document par le géomètre dans le cadre... Alors, attends, que doit fournir le géomètre au notaire, j'imagine, dans le cadre d'une création de copropriété? Je pense que c'est un peu le cas que j'ai eu. Alors moi, là, j'ai été très, très, très bien accompagné par le notaire. Je lui ai amené tous les documents du géomètre. Et ensuite, le notaire, lui, a créé le règlement de copropriété avec les fameux millièmes pour chaque lot, etc. Voilà. Ça a été assez simple, à ma grande surprise, ça a été assez simple à mettre en place. J'ai juste emmené les documents du géomètre au notaire. Alors, je crois que la question, c'est un bon professionnel. Ouais. C'est quel type de document? Alors, moi, je peux y venir. Vas-y, je t'en prie. Donc, on a en effet le règlement de copropriété qui, lui, va devoir être rédigé soit par un notaire, soit par un géomètre. Les deux peuvent le faire. Ah, je ne sais pas. C'est forcément un notaire. Ouais, okay. On a l'établissement d'un descriptif de la division, l'EDD. Donc ça va être fait très souvent par le géomètre qui va venir faire les relevés et qui va rédiger cette EDD. C'était le géomètre dans ce cas-là. Sur quoi va se baser finalement la création de la copropriété. Et puis en fonction de la note du diagnostic sur l'immeuble, on va aussi avoir une obligation éventuellement d'un DTG, d'un diagnostic technique global, qui va être obligatoire. Et donc dans ce cas-là, ça aussi, il faut être à réaliser. Donc on a plusieurs documents en fonction des situations dans lesquelles on est. Et ce qui est le plus technique après, c'est si les lieux sont occupés, où là, il va falloir purger le droit de préemption des locataires. Et on a différentes manières de le purger en fonction du nombre de logements, en fonction de l'occupation, des baux. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est les éléments à avoir en tête. Un règlement de copropriété, c'est quoi? C'est 4 000 € à peu près, non? Ça peut être moins. Ça peut être moins 2000, 2005. D'accord. Voilà. Et autour des 2000. Voilà. Autour des 2000. Et par contre, en effet, chaque lot, après, a dû avoir son expertise. Chaque lot a dû avoir l'expertise. Mais comme on était dans des logements en E, classe énergétique E, F, en effet, on a dû faire, par contre, une expertise plus poussée sur le logement, tout le logement en question, sur la copropriété en question. Donc, des fois, on peut avoir une expertise à faire en plus. Voilà. Et moi, je rajoute un conseil, simplement si on est professionnel, donc si on le fait pour finalement gagner des sous, on va le faire en titre de professionnel. Quand on va revendre, on va garantir des vices cachés. Et donc, moi, je conseille de faire une étude de structure du bien. Évidemment, s'il vient d'être construit, il est nickel. Pas besoin, mais si on est sur un bâti ancien, il vaut mieux faire une étude de structure, ce qui fait qu'après, au moins, les vices deviennent apparents. Ça peut être des vices petits, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais après, on ne peut pas vous dire, c'est un professionnel, il m'a vendu un bien, je ne savais pas ça, et venir vous chercher. Donc, ça vous garantit sur votre responsabilité. Ok. Autre question. Fabienne, dans le cadre d'une succession, les héritiers sont-ils soumis obligatoirement à une plus-value s'ils divisent une maison plus un terrain? Alors non, la succession, c'est particulier parce que dans le cadre de la succession, vous allez fixer une valeur au bien global. Donc le mieux, mais parfois on ne peut pas le faire faute de temps, c'est de mettre la valeur finalement, si vous faites une division des 2 ventes, comme valeur du bien global. Et là, vous allez simplement être soumis à la fiscalité classique dans le cadre d'une succession, vous n'aurez pas de plus-value. Mais comme souvent, on a un décalage dans le temps entre le moment où on va valoriser, donner une valeur à la succession et le moment où on va revendre. Là, en effet, si vous vendez mieux que la valeur sur laquelle vous avez payé vos droits de succession, vous aurez une plus-value sur le décalage entre les deux. Alors, je fais une petite parenthèse. En effet, des fois, moi, je suis contacté pour faire ces évaluations et les gens me disent faites-la moins à la baisse, comme ça, je paye moins à l'instant T les droits de succession. Alors, juste, ça ne me dérange pas dans le cas où on reste raisonnable, mais il faut bien leur préciser que je peux leur faire ça.
Mais le jour où ils vont revendre, s'ils revendent plus cher, c'est là où ils vont avoir la plus-value qui va s'adresser dessus. Vous ne serez pas oublié. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu donc, ça qu'on peut dire. il faut leur expliquer les deux cas et après, c'est eux qui choisissent. Bien sûr, dans notre estimation, on reste raisonnable, mais c'est eux qui choisissent. Mais voilà. Donc, quand tu dis raisonnable, plutôt fourchette basse. Voilà, on va leur faire plutôt fourchette basse, mais Okay. il faut qu'ils, voilà, s'ils revendent derrière, et ils auront la plus-value sur le surplus par rapport à cette estimation. Ça marche. Céline, comment la plus-value calculée pour une propriété acquise depuis moins de 30 ans? Ça dépend de pas mal de choses. Hein. Ouais. Ça pourrait être un autre sujet de Ouais, un peu par l'ambiance. c'est très compliqué. Malheureusement, c'est pas proportionnel avec les années. Donc, Voilà, alors je peux donner quelques éléments de réponse, mais c'est vrai que c'est très technique. Donc là, il faut vraiment se faire je complète, accompagner. parce qu'une deuxième partie, c'est comment est répartie la valeur du bâti, la valeur du terrain par rapport au prix d'achat. Encore plus technique, c'est bien, c'est intéressant. Donc la plus-value, elle se repose sur deux impôts différents. Donc la CSG-CRDS et l'IR. Donc on a à peu près 19% au titre de l'impôt sur le revenu et on a 15,5 qui s'est passé à 17,2 pour la CSG-CRDS. Ça, c'est quand on est imposé à plein. À partir de là, plus on détient le bien depuis longtemps, plus on a des abattements sur chaque partie. Mais comme c'est compliqué, on n'a pas les mêmes abattements sur la partie CSG-CRDS que sur la partie IR. Donc ça devient très technique. Donc ça, c'est la logique globale. Et alors, sur la question très précise de la valeur du bâti et de la valeur du terrain, en effet, ça va être une estimation qui va être soit être faite par le notaire, par l'agent immobilier, mais en gros, le but, c'est d'estimer combien valait le terrain, alors que finalement, ce n'était pas un terrain à bâtir à ce moment-là, mais combien valait le terrain à l'époque, au moment de l'achat par le particulier. Donc, si je fais un lot de 500 mètres carrés, je l'ai acheté en 2012. Qu'est-ce que valaient ces 500 mètres carrés en 2012? Qu'est-ce que valaient ces 500 mètres carrés? C'est même plus loin. C'est-à-dire que, imaginons, la maison aujourd'hui, sur ce terrain-là, elle vaut 300 000 euros. Voilà, toute la propriété. Au moment de l'achat, elle valait 300 000 euros. Il faut déterminer quelle est la valeur des murs sur le terrain. Voilà, disons 150 000 euros. Le terrain nu, 150 000 euros, mais le terrain nu total. Ouais. Et là, on n'enlève qu'une petite partie. Donc après, avec un calcul simple, une règle de 3, on arrive sur la valeur de la partie détachée. Voilà, donc là, ça devient très technique. Ouais, et pour compléter, alors là, à vérifier quand même, mais il me semble que les 5 premières années, on reste plein pot sur la plus-value. Ouais. Et à partir après la 5e année, on commence à déduire de la plus-value. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien de proportionnel. Ce n'est pas 2% par an, etc. Ça n'a rien à voir. Donc là, il faut vraiment, j'encourage Céline à se rapprocher de son notaire ou de quelqu'un pour vraiment connaître le tarif. Ok, j'ai l'impression que c'était la dernière question. Il reste 4 questions. Allez, on va les traiter comme ça. Tac. Nina, qu'est-ce que vous conseillez de faire avant de se lancer dans les démarches pour une division pour détacher un terrain avec 2 maisons sur le terrain situées en zone AU1? Alors, AU, ça veut dire A urbanisé. Donc là, pour le coup, tout est dans la main des élus et de la mairie. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une zone qui est urbanisée. Donc, c'est eux qui vont déclencher le moment où ça va être possible. Le fait qu'il y ait 2 maisons sur le terrain ne va pas changer grand-chose, sauf si vous ne faites pas de terrain à bâtir. Si vous ne faites pas de terrain à bâtir, vous pouvez diviser un bien bâti en 2. Vous n'avez pas besoin d'attendre, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez rajouter des terrains à bâtir aux maisons, là, c'est dans les mains de la mairie qui va décider du moment où cette zone va devenir urbanisée. Super, très clair. Marielle, pour un terrain à vendre, j'avais fait faire le bornage, plus l'étude de sol, plus le certificat d'urbanisme d'information. La vente ne s'est pas faite et le vendeur a stoppé la vente car il s'est rendu compte qu'il aurait une grosse plus-value. Ces documents restent valables combien de temps? Donc l'étude de sol, le bornage et le certificat d'urbanisme. Alors pour répondre à Marielle, il faudrait savoir quand a été obtenue l'autorisation de dégager ce terrain à bâtir, parce que c'est celle-là que j'évoquais tout à l'heure qui est valable 5 ans. Le bornage en soi, c'est-à-dire la limite, ça, il n'y a pas de temporalité. L'étude de sol de même. Le CEU d'information, celui-là, c'est pareil, c'est pas un CEU opérationnel, donc il n'y a pas de délai de validité précisé. Donc voilà, ça dépend vraiment de quand a été obtenue l'autorisation de lotir. Ok. Valentin, en tant que pro de l'immobilier, peut-on se spécialiser uniquement dans la division parcellaire et la vente de terrain, ou est-ce plutôt un complément? Alors, j'aurais tendance à répondre que ça dépend un peu de la région. C'est ça. Je pense qu'il y a des secteurs géographiques qui s'y prennent plus que d'autres. Donc, si je me spécialise mais que mon potentiel est très faible, ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Du côté de Montpellier, c'est plutôt un complément. Voilà. Mais après, il y a dans des zones où il y a énormément de parcelles à diviser. Et là, ça peut être une vraie spécialité. Je pense qu'on peut se distinguer en ayant une vraie compétence dans ce domaine-là. Et donc, en effet, que de bouche à oreille, on sache que si on veut faire une division, il faut peut-être s'adresser à ce conseiller-là. Par contre,
exclusivement, il faut quand même avoir un vrai volume pour que ça fonctionne. Donc, moi, je répondrais plutôt à un complément. Et dernière question. Isabelle et Frédéric, donc c'est un duo. Comment contacter Citeo? Il faut aller sur Internet. Hein. C'est ça. Et quand faire intervenir Citeo? Alors, je ne sais pas du coup si ce sont des conseillers Capifrance ou pas. Si ce sont des conseillers Capifrance, on a une page de partenariat sur laquelle vous pouvez nous soumettre tout bien ou toute prise de contact. Donc, il n'y a aucun problème. Je pense qu'elle sera mise dans les différents liens qui accompagnent cette vidéo. Et puis sinon, si ce n'est pas le cas, évidemment, on a un site internet, citevo.fr. Vous avez une page de contact. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Ça arrive directement dans notre CRM et on vous rappelle pour répondre à vos questions. Voilà, et on sait que maintenant, c'est toute France. Exactement. Donc, c'est super. Parfait. Eh bien, merci pour les questions que vous nous avez posées, parce que ça a permis d'aller encore un peu plus loin sur le sujet. Romain, merci beaucoup. Edwin, merci. J'espère que maintenant, vous y voyez plus clair sur la division parcellaire. Moi, personnellement, je suis à la page maintenant. Je suis up-to-date. Et puis, rendez-vous après les périodes de vacances scolaires pour un prochain numéro. Donc, on sera probablement autour de fin septembre. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt.